participation du ministre égyptien des Affaires étrangères qui représente l'Égypte aux réunions de la 78e Assemblée générale des Nations Unies. Tel est notre sujet qu'on va débattre avec notre invité ce soir, Monsieur Mahmoud Sabet. Vous êtes historien et analyste politique. Bonsoir. Bonsoir. Alors, premièrement, le ministre des Affaires étrangères égyptien a prononcé un discours devant l'Assemblée générale. Que votre aperçu sur ce discours? Le discours était vraiment très équilibré, j'ai trouvé. Il a mis les bons points et dans un sens très important, il a commencé le discours par parler vraiment sur de reformer un peu les Nations Unies de dedans, dans le sens que l'Afrique a besoin d'un siège sur la table de sécurité permanent. Et qu'il y a l'infrastructure même des Nations Unies doivent être adressées d'une façon beaucoup plus équilibrée et beaucoup plus équitable, quoi. Y compris bien sûr parce que les autres pays, les Nations Unies vraiment n'ont pas vraiment changé depuis la Deuxième Guerre mondiale. Alors aujourd'hui, il y a d'autres réalités et il a adressé ces points. À part ça, il a aussi bien sûr adressé les points qui sont importants pour l'Égypte, mais à la fin, dans le sens de la situation au Soudan, bien sûr, la situation sur le barrage en Éthiopie, il a parlé un peu de ça, et en plus, il a dit très franchement que l'Égypte a une préférence de rentrer dans des négociations. Ils sont en train de négocier depuis 10 ans. Ils ont beaucoup d'espoir que nos frères éthiopiens seront aussi prêts à discuter ouvertement avec l'Égypte là-dessus. Mais à la fin de la journée, l'Égypte a une responsabilité pour ses citoyens. Tout à fait. Là, le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a présidé la COP 27 qui s'est tenue à Sharm el-Sheikh l'année dernière. Là, on a parlé quand même du changement climatique. Quel est le point de vue égyptien concernant le changement climatique avec tout ce qui se passe dans le monde? On ne peut pas négliger ce qui s'est passé dans les pays voisins comme le Maroc avec le séisme et comme la Libye avec les inondations. L'Égypte a adressé vraiment... il y a une liste d'accords qui ont été rentrés par toutes les puissances d'aujourd'hui et que les grandes puissances ne sont pas vraiment en train de respecter leurs mots. Ça veut dire que tout ce qui est faisable a été fait dans le sens d'accords politiques en adressant la crise du climat. Pas tout, bien sûr, mais certainement les bons premiers pas. Ces premiers pas n'ont pas vraiment été pris. Les accords disent certaines choses. Les pays industriels n'ont pas vraiment adressé ce qu'ils doivent faire. Et en plus, l'Égypte est bien sûr intéressée d'avoir une source d'énergie beaucoup plus propre. On est en train de faire nos propres efforts dans cette direction. Mais bien sûr, les autres pays qui ont aussi qui sont en train d'adresser ces promesses, ils ont aussi besoin d'un certain financement. Ils n'ont pas les moyens d'adresser tout ça. Tout à fait. Et ils ont adressé ça dans son discours, et c'est un peu aussi la politique égyptienne qu'il faut payer quand même tout le monde, pas de payer, mais il faut au moins respecter les contrats dont ils ont rentré. Et même le financement, c'est-à-dire on se rappelle qu'à Glasgow, les grands pays industrialisés, ils ont, durant la COP 26, ils ont évité même de parler de financement pour un continent comme le continent africain qui est le plus touché par les changements climatiques à cause des pays industrialisés. Et puis en Égypte, ils ont promis de financer. Où on est? C'est des promesses.
de ce qu'on a vu. C'est-à-dire durant l'Assemblée générale. Et ce qu'ils ont pu vraiment donner, c'est une très petite partie des promesses et des accords dont ils ont rentré. En plus, il y a, et ce n'est pas vraiment les premiers accords, il y a plusieurs projets dans ce sens, comment d'être équilibré, d'avoir que l'Afrique après tout a besoin d'être pas complètement industrialisée, mais quand même elle devait être le bénéficiaire de la technologie qui sort des pays industrialisés. Et là, bien sûr, il y a certains accords là-dessus. Alors, ils n'ont pas vraiment adressé tout ça. Il a assisté quand même, je parle du ministre, a assisté quand même à des réunions concernant où on a discuté la situation de l'économie mondiale, la crise économique mondiale, ainsi que la crise des céréales, etc. Alors, comment vous voyez ce Oui, sujet? il y a certainement une crise bancaire, il y a une crise économique mondiale, il y a une situation actuelle que il n'y a pas vraiment investissement, c'est plutôt exploitation aujourd'hui par les grandes banques. Et puis en plus, les banques sont en train de contrôler des énormes sources, des réseaux monétaires qui n'ont pas vraiment, qui viennent des lieux qui ne sont pas vraiment comment dirais-je, légitime, on peut dire ça, parce que les ressources, par exemple, de Londres, les ressources bancaires de Londres même, une énorme partie viennent de banques dans des endroits sans taxes, qui veut dire que c'est des réseaux qui ne sont pas vraiment légitimes dans tout ça. En plus, ils sont en train de réinvestir tout ça dans leurs propres économies. Ils sont pas vraiment. C'est pas équitable, ce que je veux dire. Les petits pays, les pays qui ont besoin de financement n'ont pas vraiment accès à ce financement. Alors oui, c'est une situation qui est déséquilibrée et dont il y a vraiment deux attitudes là-dessus. Une attitude pour ceux qui ont besoin, quoi, et l'autre attitude pour ceux qui ont déjà été développés, qui n'ont pas vraiment besoin de tout ça. Ça nous mène, puisqu'on parle de l'économie mondiale qui a été affectée ces dernières années, ça nous mène à la paix mondiale. Surtout, on a discuté quand même des conflits de par le monde, bien évidemment, le conflit russo-ukrainien. Alors, oui, ils doivent rentrer dans un accord pour un cessez-le-feu au plus vite possible. La situation devient très très dangereuse, pas vraiment dangereuse, mais la situation est une catastrophe, pas seulement dans le sens humain, parce que les pertes sont énormes et sont aussi cachées parce qu'on ne sait vraiment pas de ce qui se passe dans ce sens. Les deux côtés sont en train de cacher leurs pertes qui sont vraiment énormes. La presse internationale parle de centaines de milliers de victimes. Oui, 500 000 jusqu'aujourd'hui et on dit que c'est même ça, c'est beaucoup moins que la réalité. Voilà, que la réalité. En plus, et vraiment, c'est ça la guerre mécanisée d'aujourd'hui, c'est ça vraiment. Il y a des pertes énormes. Et en plus, le déséquilibre financier à cause de ça. Et c'est ça un peu la raison, la base de la situation mondiale économique. Les seuls qui sont en train de vraiment toucher un profit de tout ça sont vraiment les pays, pas seulement les pays, c'est les clics des industries militaires. Les industries militaires aux États-Unis aujourd'hui sont ravis de cette guerre. Et ce sont les seuls aujourd'hui vraiment qui sont satisfaits de ce qui se passe. Tous ceux qui travaillent dans l'industrie des armes, je crois, ils sont satisfaits. Oui, parce qu'ils ont reçu par exemple une compagnie, parce qu'il y a plusieurs, une compagnie a reçu un contrat de 10 milliards. Et en plus, un autre 10 milliards pour remplacer ce qu'ils ont envoyé à l'Ukraine des réseaux de l'armée des États-Unis, l'armée américaine.
Alors, ça veut dire que... Les usines travaillent bien. Mais c'est ça. Et ils ne sont pas vraiment au niveau de ça. Alors, oui, la situation en Ukraine c'est un peu ça qui a déclenché, pas complètement, mais certainement ça et Covid, qui ont déclenché la situation économique dont on est aujourd'hui. Pourtant, nous trouvons que le ministre Samar Shoukry a parlé quand même de comment attirer les investissements en Égypte pour redresser un peu l'économie égyptienne. Alors, comment on dit, les chances d'investir en Égypte. Oui, mais je pense qu'il y a deux choses. Le financement entre État et État. Oui. Et deuxièmement, l'investissement des compagnies privées, donc, qui sont énormes, qui sont publiques, quoi, mais ils ne sont pas sous contrôle gouvernemental. Et la troisième, pour moi, qui est très important aussi quand même, c'est le réseau égyptien ailleurs, qui existe et qui est énorme. On dit que le réseau égyptien, des Égyptiens qui ont... Ce n'est pas autant qu'elle était avant. À l'époque de 2012-2013, c'était environ 180 milliards de dollars en dehors d'Égypte. Alors, si on trouve un moyen de faire retourner cette capitale, ce sera la meilleure des choses. Voilà. Oui, bien sûr. Bon, je passe à un autre sujet concernant les réunions de l'Assemblée générale des Nations unies. L'Égypte a organisé mercredi une réunion ministérielle pour soutenir la réponse humanitaire au Soudan et dans la région. Le ministre des Affaires étrangères, Samar Shoukry, a exprimé la solidarité de l'Égypte avec le peuple soudanais et a réitéré les efforts de l'Égypte pour l'aider à surmonter l'épreuve actuelle. L'Égypte, en coopération avec plusieurs partenaires régionaux et internationaux, a organisé mercredi une réunion ministérielle pour soutenir la réponse humanitaire au Soudan et dans la région. La réunion, organisée en coopération avec l'Arabie saoudite, le Qatar, l'Union africaine, l'Union européenne, le Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires et le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, s'est déroulée en marge de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. La réunion visait à mobiliser les efforts internationaux pour combler les déficits de financement et assurer le respect des promesses financières pour faire face aux répercussions humanitaires de la crise au Soudan qui ont été faibles jusqu'à présent. La réunion faisait également suite aux résultats de la conférence de haut niveau qui s'est tenue en juin. Le ministre des Affaires étrangères, Samar Shoukry, a exprimé la solidarité de l'Égypte avec le peuple soudanais et a réitéré les efforts de l'Égypte pour l'aider à surmonter l'épreuve actuelle. Il a souligné les efforts politiques et humanitaires de l'Égypte depuis le début de la crise, notamment à travers l'initiative des pays voisins du Soudan. Il a également souligné l'engagement de l'Égypte à fournir une aide humanitaire d'urgence au peuple soudanais, à accueillir plus de 5 millions de citoyens soudanais qui jouissent de la liberté de mouvement et d'un accès aux services sur un pied d'égalité avec les citoyens égyptiens. Il a ajouté que l'Égypte a accueilli jusqu'à présent 310 000 citoyens soudanais et leur fournit un soutien humanitaire, médical et psychologique. M. Shoukry a averti que les pays voisins du Soudan ne devraient pas supporter seuls le poids de la crise, car elle pourrait accroître la fragilité des communautés d'accueil et menacer la coexistence pacifique. Il a également souligné la nécessité d'un partage équitable des charges et des responsabilités comme seule solution pour atténuer les pressions sur ces pays. Dans ce contexte, les ministres des Affaires étrangères des États voisins du Soudan, l'Égypte, le Tchad, l'Afrique centrale, l'Éthiopie, l'Érythrée, la Libye et le Soudan du Sud ont tenu leur deuxième réunion au siège de la mission permanente de l'Égypte auprès des Nations unies à New York, en coordination avec le Tchad. La réunion s'est appuyée sur les résultats de la réunion de N'Djamena en août. Des représentants de la Ligue arabe et de l'Union africaine ont également participé à la réunion. La réunion a affirmé l'adoption de la feuille de route formulée lors de la réunion de N'Djamena et l'accord pour mettre en œuvre ces dispositions grâce aux efforts de collaboration des pays voisins du Soudan. Ces efforts impliquent de prendre des mesures spécifiques couvrant les aspects politiques, sécuritaires et humanitaires pour faire face à la crise actuelle, garantir la stabilité et défendre la souveraineté du Soudan. Les ministres des Affaires étrangères ont convenu de poursuivre la coordination et la communication et de convoquer la 3e réunion des ministres des Affaires étrangères des pays voisins du Soudan au Caire à une date qui sera prochainement déterminée par la voie diplomatique afin d'évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre des dispositions de la feuille de route.
M. Mahmoud Sabet, je rappelle que vous êtes historien et analyste politique. Là, quel est le rôle des Nations Unies pour résoudre la crise, surtout humanitaire, au Soudan? Il y a certains départements des Nations Unies qui sont responsables pour améliorer des catastrophes pareilles. En plus, depuis les débuts, elle a eu toujours le droit d'intervention militaire s'il le doit. Et certainement dans ces circonstances où une population civile est sous menace d'une situation qui devient exactement de ce qu'on voit au Soudan. Oui. Actuellement, ils n'ont pas vraiment rentré dans l'affaire. Et en plus, il y a la question du veto. Même si même ils prennent une décision de rentrer, il y a certains pays qui ont aussi des intérêts dans le Soudan, qui peut-être ne seront pas en accord d'avoir une intervention militaire. Alors c'est une situation actuellement très fragile, et pas seulement fragile. Les Nations Unies devaient avoir une force beaucoup plus augmentés qu'ils l'ont au Soudan. Ils ne l'ont pas, et on a vu la même chose dans d'autres pays africains, et là je me suis en train de parler de Rwanda en 1994, qu'ils n'ont absolument rien fait, et même l'intervention militaire à Rwanda ont été donné des ordres de ne pas intervenir. Alors c'est un mandat assez... je trouve qu'on doit être beaucoup plus robuste dans le sens des Nations Unies, qui, après tout, elle a une responsabilité mondiale pour la sécurité mondiale de rentrer et faire quelque chose pour améliorer et rendre un peu de stabilité dans la situation. Et ils ne sont pas vraiment en train de répondre à leurs responsabilités actuelle et morale, je dois le dire. Mais par expérience, par histoire, jamais il y a une intervention militaire qui a résolu un problème comme celui du Soudan. Alors, c'est pas on a vu ça, à vrai dire, on a vu ça, bien sûr, très au début des Nations Unies et l'histoire des Nations Unies, on a vu, bien sûr, l'intervention à Corée, qui était énorme. En plus, on a aussi vu, dans un certain sens beaucoup plus loin, mais quand même, dans le Congo. Mais après ça, c'était plus vraiment, c'était seulement une situation dont les Nations Unies ont rentré dans une situation pour soi-disant mettre les deux à part. Voilà. Là, les pays voisins du Soudan, est-ce qu'ils ont quelque chose de plus à faire pour sauver le peuple soudanais? À part que donner des approvisionnements pour le peuple qui, après tout, sont devenus des réfugiés internes au Soudan à cause de la situation, je ne vois pas ce qu'ils peuvent faire. Avec les circonstances dont nous sommes en train de regarder vraiment de ce qui se passe aux Nations Unies. Il y a vraiment aussi, en plus, il y a d'autres guerres. La guerre de l'Ukraine a beaucoup absorbé comme effort, certainement, de l'Occident. Et il n'y a pas vraiment un intérêt. C'est ça, à la fin de la journée, c'est ça vraiment qu'on voit. Alors, je trouve plutôt que les responsables devaient être les pays voisins. Qu'ils ont un moyen de faire quelque chose. Et c'est ça plutôt... C'est exactement ce dont je veux dire. Là, en même temps, il y a les problèmes, les coups d'État qui se trouvent dans les pays du Sahel, comme le Niger et autres. Alors, ça complique la situation, non? Oui, ça complique la situation, mais la différence avec le Sahel, c'est que le Sahel a des ressources minéraux qui sont importants pour l'Occident. Alors là, on a les Français qui rentrent en affaires, les Américains sont là aussi. Alors ça devient... La Russie aussi. Et bien sûr, la Russie. Et la Russie, avec ou sans Wagner, on ne sait pas actuellement, mais oui, alors ça devient très compliqué. Attendez-vous que la situation au Soudan va s'améliorer peut-être dans les prochains
la prochaine Actuellement, période? je trouve que... Avec l'intervention quand même de l'Arabie Saoudite et les États-Unis, qui essayent vraiment de résoudre le problème. Est-ce que c'est possible? La situation, mais c'est pas vraiment des rebelles. Il faut quand même regarder les deux parties dans la situation. Le président Burhan, après tout, c'est le chef d'État d'un pays souverain. Tandis que l'autre, qui faisait partie du gouvernement, est devenu rebelle contre ce gouvernement. Est-ce qu'il a un soutien populaire? Et là, je doute. Il y a un certain soutien de tribaux de sa région, peut-être. Mais en général, non. Et c'est un rebelle qui est très très bien financier. Alors, pour moi, c'est très ouvert. Il faut le soutien de gouvernemental et le plus important dans la situation. Et on doit regarder la situation que c'est pas une guerre civile, parce qu'une guerre civile, ça veut dire une partie de la population s'est rentrée. Et ce n'est pas le cas ici. C'est deux factions. Deux factions, deux armées. Une armée et une faction. Voilà. Donc je passe à un troisième angle concernant les réunions de l'Assemblée générale. En marge de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le ministre égyptien des Affaires étrangères a tenu une série de réunions avec ses homologues de différents pays, dont le Royaume-Uni, la Russie et l'Iran. Il s'est entretenu également avec le secrétaire général de l'OTAN et la commissaire de l'Union européenne à la migration, Ylva Johansson. Le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry a rencontré jeudi à New York son homologue russe Sergei Lavrov en marge de leur participation aux réunions de haut niveau de la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Les deux ministres ont discuté des domaines de coopération bilatérale ainsi que des projets communs entre les deux pays, notamment la centrale nucléaire d'El Dabaa, la zone industrielle russe en Égypte ainsi que de la coopération bilatérale. Les discussions ont également porté sur un certain nombre de questions régionales et internationales d'intérêt commun, au premier rang desquelles la question palestinienne, les développements au Soudan, en Libye et en Syrie, ainsi que la coordination conjointe des positions dans les forums internationaux. M. Lavrov a également salué l'adhésion de l'Égypte au rassemblement des BRICS, affirmant que l'accès de l'Égypte aux BRICS constituerait un véritable ajout au rassemblement. Le ministre des Affaires étrangères égyptien a rencontré aussi son homologue britannique James Cleverly le 18 septembre lors de sa visite à l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Le ministre des Affaires étrangères a évoqué la dynamique positive des relations entre le Royaume-Uni et l'Égypte, notamment en matière de commerce et d'investissement, ainsi que la collaboration en matière d'éducation et de climat. Ils ont discuté de la situation actuelle en Libye à la suite des inondations dévastatrices et des efforts visant à résoudre le conflit au Soudan. Les deux ministres ont convenu de la nécessité de travailler en étroite collaboration et d'approfondir leur coopération pour relever le défi commun que représente la criminalité liée à l'immigration. Mercredi, Sameh Shoukry a reçu son homologue iranien Hossein Amir Abdollahian à la mission permanente égyptienne auprès de l'ONU à New York. Selon le ministère égyptien des Affaires étrangères, la réunion visait à développer des relations servant les intérêts des peuples égyptiens et iraniens, fondées sur les principes de respect mutuel, de bon voisinage, de coopération et de non-ingérence dans les affaires intérieures des États. Le ministère iranien des Affaires étrangères a souligné que la réunion est une étape essentielle vers la normalisation des relations. La réunion a également abordé plusieurs questions régionales. Les deux parties ont affirmé leur aspiration à parvenir à la stabilité et à renforcer la sécurité dans la région. Le chef de la diplomatie égyptienne Sameh Shoukry s'est entretenu également. Le chef de la diplomatie égyptienne s'est également entretenu à New York avec le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. Les deux bords ont affirmé la nécessité d'approfondir les mécanismes de concertation concernant les dossiers d'intérêt commun. Les discussions ont également porté sur le renforcement des programmes de coopération et de partenariat. Le ministre des Affaires étrangères égyptien Sameh Shoukry a rencontré aussi la commissaire de l'Union européenne à la migration Ylva Johansson en marge de la 78e Assemblée générale de l'ONU. M. Shoukry a apprécié la coopération européenne avec l'Égypte en ce qui concerne le dossier de l'immigration, que ce soit à l'échelle bilatérale ou au niveau des initiatives lancées par l'Union européenne. Il affirmait à Ylva Johansson l'importance du soutien européen à la démarche de l'Égypte face aux questions d'immigration.
Monsieur Mahmoud Sabet, je rappelle que vous êtes historien et analyste politique. Alors, beaucoup d'entretiens ont été faits par le ministre des Affaires étrangères. Déjà, je veux parler tout d'abord de son entretien avec son homologue russe et en parlant de la coopération entre les deux pays ainsi que de l'adhésion de l'Égypte des BRICS, aux BRICS, je veux dire. Alors, comment vous voyez cette rencontre? Non, c'est important parce que la Russie a pris une décision d'accepter la monnaie égyptienne comme monnaie pour ses transactions de commerce, commercial. Alors c'est très important pour nous, bien sûr. En plus, il y a une très longue histoire de lien commercial avec la Russie depuis très très longtemps. Et certainement dans le sens de nourriture, dans le sens de blé. On a acheté du blé depuis très longtemps de l'Ukraine et aussi la Russie. Ce n'est pas seulement l'Ukraine dont on avait aussi quand même des très bons accords avec eux dans le temps. Alors oui, ces liens sont très importants dans le sens, mais actuellement, le sens d'avoir un commerce militaire n'existe vraiment pas. C'est plutôt des choses, une amélioration non militaire et plutôt civile, et plutôt commerciale dans ce sens. Alors oui, c'est important dans ce sens. Les projets russes en Égypte, comme par exemple la centrale nucléaire d'El Daba, et ainsi qu'une zone industrielle russe en Égypte. Alors, quelle est l'importance de ces investissements ou bien ces industries russes en Égypte? Oui, c'est important. Depuis très très longtemps, on a eu des liens industriels aussi. C'est les premiers pas qu'on a pris dans l'époque moderne. Ça veut dire pour industrialiser, c'était avec des ressources et de la technologie russe, soviétique à l'époque. Aujourd'hui, c'est plutôt la Russie. Alors oui, tout ça est très important pour le développement de l'Égypte, après tout. Et en plus, il y a certains avantages. Ces avantages par exemple, sont dans le sens que c'est une technologie intermédiaire plutôt que très haute et ça veut dire aussi très très chère. On peut bien avoir la même technologie d'ailleurs, mais dans le sens que la technologie russe, dans ce sens, c'est valable, c'est très valable. L'adhésion de l'Égypte aux BRICS, alors comment vous trouvez? Je n'ai pas compris. L'adhésion de l'Égypte aux BRICS. Oui, très bonne idée. C'est vraiment important pour l'Égypte. Oui, absolument. Ouais. On a besoin d'avoir un pas et une siège dans tous les accords économiques d'aujourd'hui. Oui, absolument. Oui, bon. Le ministre des Affaires étrangères a rencontré aussi son homologue anglais. Et on a parlé des investissements anglais en Égypte. Les fruits de cette rencontre. Toujours si bien. On parle aussi des relations entre les deux pays. Les relations sont très, très, très bonnes, spécialement dans le sens économique. On a un investissement depuis très longtemps, anglaise, britannique, en Égypte, et historiquement aussi, bien sûr. Même avec certains intermédiaires, on peut dire. Mais certainement depuis les années 70, les investissements anglais en Égypte est très important pour nous. En plus, il y a un investissement égyptien en Angleterre. Alors, c'est pas que ce n'est pas un voie. Tout à fait. Là, une rencontre très importante, peut-être, ça a attiré l'attention des analystes, c'est la rencontre avec son homologue iranien. Et là, c'est sur la route de normalisation avec l'Iran et pour peut-être calmer la situation dans le Golfe. L'Égypte a toujours joué le rôle de trouver une certaine stabilité. Parce qu'une grande partie de ces on peut dire même rivaleries, sont pas toujours, mais il y a un sens historique là-dessus.
l'Égypte a une réputation d'avoir une diplomatie bilatérale, dans le sens qu'elle a une longue expérience de faire ça. Ce n'est pas nouveau pour nous. Hein. Et elle peut jouer un bon rôle, par exemple, dans la guerre du Yémen. Oui, dans la guerre du Yémen. Et il faut quand même, si on n'aime pas quelqu'un, la meilleure chose de faire, c'est on parle avec nos ennemis, pas toujours seulement nos amis. L'Égypte n'a pas d'ennemis. Et l'Égypte n'a pas d'ennemis. C'est voilà. la diplomatie égyptienne. Mais à cause de ça. Oui, voilà. Une autre rencontre avec le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. Quelle est l'importance en ce moment, surtout avec tout ce qui se passe dans le monde? Il y a bien sûr une situation sécuritaire. Il y a quand même l'instabilité actuelle de ce qui se passe en Afrique. Il y a une voie directe sur l'immigration illégale en Europe. Alors il y a certainement un système sécuritaire dont, bien sûr, les Européens, l'Occident, est très intéressé, et pour eux c'est très important d'avoir des accords avec l'Égypte, par exemple, qui est un des pays sur la Méditerranée, et pour un peu contrôler la situation. L'Égypte est l'un des pays nord-africains qui a réussi à arrêter complètement la migration clandestine. Alors, comment vous trouvez la situation dans cette région vis-à-vis de l'immigration? Bon, le moment qu'on a instabilité dans un pays, c'est complètement ouvert. C'est ouvert à des bandes de fanatiques, à des extrémistes, à des mafias. Voilà. Et c'est pour ça que c'est très important d'avoir une stabilité et que au moins l'autorité centrale a des dents, quoi, qu'ils peuvent faire quelque chose. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle on a réussi. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Mahmoud Sebet. Je rappelle que vous êtes historien et analyste politique. Je vous remercie pour toutes ces analyses et explications. On se donne un rendez-vous demain avec une nouvelle édition de Direct. À demain. Au revoir.